merci à vous aussi en tant que spectateur de nous écouter. Et on va pouvoir débuter en remerciant nos partenaires privilégiés, donc l'ANAP, les ARTLH, l'UIMM, Make Alliance, Covoteam, Homerun et Robotics Valley pour leur soutien et la visibilité qu'ils offrent à cet événement. On est très fiers de les avoir à nos côtés aujourd'hui. Et on va donc pouvoir débuter cette troisième conférence qui aura pour thématique le robot mobile manipulateur, donc entre mythe et réalité. Pour ça, on va démarrer par un tour de table, puis une question assez générale donc, sur qu'est-ce qu'un MoMA, vous présenter quelques cas d'usage et enfin les limites de la technologie. Tout au long de la conférence, vous avez un canal dédié qui est donc Q&R, questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la conférence. Julien, je vous laisse la parole pour démarrer la présentation. Ah, Julien, je crois que le son et le micro est coupé. Pardon. Bonjour à tous. Merci Alexia. Donc, je m'appelle Julien Vial, je travaille chez Soitech. On en parle un tout petit peu après. Je suis chef de programme dans la partie stratégie industrielle et j'ai, juste avant d'occuper ce poste-là, 15 ans d'expérience sur les lignes de production de Soitech à différents postes. Voilà. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Denis Baron, je suis business developer pour la robotique mobile. J'ai environ 35 ans d'expérience dans l'automatisme chez Omron et aujourd'hui j'accompagne la force de vente dans la promotion de la gamme AMR pour la réalisation des projets à travers nos partenaires intégrateurs comme Millway principalement. Merci à tous. Bonjour à tous. Mon nom est Fawzi Greibichi. Je suis dans l'industrie depuis 35 ans, chez Omron 33 ans. Donc, mes responsabilités au sein d'Omron, j'avais des responsabilités internationales, aussi globalement, même au Japon en tant que chef de division de la robotique et de la motion. Et je suis ravi de partager avec vous et surtout, c'est un moment de partage, plus d'informations, et puis c'était un vrai plaisir d'y participer. Merci Ménoal pour m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Benotto, je suis le directeur technique et le directeur des opérations de la société Meanwhile. Et aujourd'hui, je vais également porter ma casquette d'expert ISO, notamment dans la commission qui se charge de la rédaction des futures normes pour la robotique mobile et la robotique collaborative, dans lequel vient s'inscrire le MoMA, qui est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Merci à tous de participer et bonne conférence. Alors, Fawzi, je vais vous laisser la main du coup sur la présentation. Merci. Donc, si je clique, oui, ça marche. C'est ça. Merci Alex. Donc, comme j'ai dit, donc c'est bon, on a 15 minutes, c'est surtout un moment de partage et familiarisation, c'est quoi un moment. Avant, je vais présenter Omron rapidement. Hein. On est dans l'industrie. Omron, c'est une compagnie qui a été fondée en 1933, mais dans l'industrie d'automatisme depuis 1955. On couvre tous les produits, pratiquement toutes les technologies. Ça va du capteur à la système de vision, les automates, la mécatronique, contrôle d'axe, la sécurité, la robotique. Et aujourd'hui, on va parler justement d'une technologie un petit peu disruptive. Bon, ça commence à maturiser. Donc, c'est la robotique mobile et surtout l'automatisme collaboratif. Donc, on a l'AMR et le Kobo. Omron, avec notre histoire en AMR, a commencé juste avant même 2015. Donc, on a à peu près un parc installé de 5000 AMR globalement dans le monde. 60% de ce parc est en Europe. Donc, et puis, bien sûr, on s'est bien équipé. On a toute une équipe dédiée pour justement cette technologie.
le robot, le Mobile Manipulator, le MOMAR, bien sûr, avant de commencer, il faut dire que en lui-même, c'est une machine. Une machine qui comporte plusieurs blocs. Donc, pour simplifier, donc on a la partie transport, donc l'AMR, la partie bras ou transfert, qui est le robot collaboratif avec une caméra intégrée. Donc, on a la station de travail, workstation, qui peut faire, en plus, hein, qui peut faire beaucoup de choses. Il peut faire contrôle qualité, échantillonnage d'un environnement, comptage, etc., beaucoup de choses. Et puis la partie centrale qui est ce qu'on appelle le flexible top, c'est là où il y a pratiquement tout le cerveau. Donc, on va un petit peu plus loin. Ou avant de partir plus loin, on a une petite vidéo pour vous, juste pour vous donner une idée de ce que c'est un MoMA. Donc, c'est un MoMA Meanwhile. Il est beau d'ailleurs, hein, ce MoMA. Donc, ici, on montre comment un robot MoMA peut collaborer avec un AMR, une station AMR de chargement-déchargement. Donc, c'est en accéléré, hein, généralement, c'est plus long que ça. Donc, ça, c'est un cas extrême parce il prend à la volée sur une plateforme qui est déjà en elle-même, elle n'est pas fixe. Donc, mobile sur mobile. Donc, tout ça, cette technologie, c'est grâce à la caméra, grâce aussi à un point de fixation ou un landmark. Donc voilà. Donc, tout ça, pour vous montrer une application assez simple de chargement, déchargement, placement, avec une précision quand même assez haute. On passe un petit peu pourquoi on utilise un MoMA. Généralement, c'est une question de flux en fin de compte. Le flux en général conventionnel, ça va d'un matériel brut à un matériel fini ou un produit fini et ça va de entrée-sortie. Généralement, c'est aussi simple que ça. Il y a une alimentation en consommable et en matériaux et une sortie qui est le rebut, scrap ou bien des produits finis. Là, on est dans une production conventionnelle volume. Quand on est dans un high mix low volume, on a besoin de flexibilité, de reconfigurabilité, je vais y arriver. Donc, on a des stations complètement indépendantes et autonomes. Donc, c'est là où le robot mobile ou le MoMA joue un rôle prépondérant parce que le flux il est complètement reconfigurable et on a ce qu'on appelle des convoyeurs virtuels ou immatériaux. Bien sûr, tout est virtualisé. Donc, par exemple, sur un cas concret sur la pharma où on commence par des petites séries et on augmente le volume au fur et à mesure que les phases de lancement du produit ont été validées. Donc, et généralement, ce qu'on fait, c'est on, on a une machine. Donc, on a une machine qui est faite pour le cas le plus extrême. Ça, c'est ce qu'on appelle scale-up. Donc, ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est le scale-up, c'est-à-dire l'évolution en largeur ou l'évolution horizontale. On a des modules complètement validés, qualifiés et qu'on réutilise aussi au fur et à mesure de la vie du produit. Et on utilise des robots mobiles, bien sûr, pour faire toute la liaison, le convoyage, le transport, chargement, déchargement. Les MoMA sont utilisés pour l'échantillonnage, pour tout ce qui est plus asynchrone ou plus flux inverse. Donc, bien sûr, l'investissement est plus incrémental et plus évolutif. Donc, les briques essentielles sont la fonction.
qui donne la performance, contrôle des communications, la sécurité, gestion de l'énergie, la vision bien sûr, et l'aspect mécanique, stabilité, et la stabilité, ça va influencer sur la sécurité, ça va influencer sur la précision. Donc, en avançant un petit peu plus loin, donc en décortiquant un petit peu le sujet plus loin dans l'architecture de tout le système, donc on a généralement un contrôle machine ou un automate assez avancé où on a toutes les fonctions sécurité, communication, séquencement, la logique, tout est intégré. On passe à la sécurité qui généralement prend 70 à 80% du temps de développement sur la sécurité parce que ça doit se faire avec vous, les utilisateurs finaux. Donc, il faut prendre conscience de tout le site, faire un risk assessment, etc. Donc, c'est assez lourd. Fabien va en parler. Donc, on passe à la gestion énergétique, l'alimentation et tout ce qui est batterie pour alimenter tout ça. Ça peut être en direct, quand ça peut être sans contact. Ça, c'est très important quand on a en ISO 3 où on a vraiment besoin d'avoir un environnement clean room assez poussé et quelques cas d'usage. Là, on va passer, Julien, il va prendre le relais, va expliquer un petit peu les cas d'usage. Bonjour, merci. Merci Fawzi. Donc du coup, avant de commencer un petit peu sur ma vision des choses dans le milieu des semi-conducteurs, juste pour vous expliquer très rapidement Soitec, nous on fournit des matériaux, des matières premières pour l'industrie des semi-conducteurs, pour des fondeurs, pour des gens comme ST, comme TSMC, voilà, ce genre de personnes-là. On a une position assez unique dans la chaîne de valeur, on est quasiment les seuls à cet endroit-là. Et les marchés à la fin, ça va de la téléphonie, l'automobile, des imageurs, voilà, ce genre de choses, l'IoT. Si on regarde les sites de production, donc on a notre siège social et notre site historique à Bernin. On a 4 unités de production différentes. On en a la première, Bernin 1, qui fait du 200 mm. On en parlera après, ça a son importance, la plus ancienne. Le 300 mm, qui n'est pas la plus récente, mais qui bénéficie, parce que la taille des plaques est plus importante, des dernières évolutions. On le verra aussi. Et après, on a des lignes 150-200 mm qu'on appelle Bernin 3 et Bernin 4. Bernin 4 étant la petite dernière qui fait du Smart SiC pour l'industrie de l'automobile. Et on a une usine à Singapour sur laquelle on fait les mêmes produits que ce qu'on fait sur Bernin 2, sur du SOI 300 mm. Et après, on a aussi des sites de production en Belgique et un partenariat en Chine. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, l'idée, c'est juste de vous donner ma vision des choses dans l'univers des semi-conducteurs. Et du coup, pour ça, il faut que je vous explique très, très rapidement ce qu'on a dans les semi-conducteurs. Et en particulier, ce qui nous facilite grandement les choses quand on veut intégrer du transport automatisé. Donc, nous, on peut s'appuyer sur beaucoup d'outils avancés. On a une culture Lean depuis pas mal de temps et on a un très, très haut niveau de digitalisation. Donc, si on regarde un peu plus aujourd'hui ce qu'on a qui rend facile, alors j'aurais pu mettre plein de guillemets, en tout cas qui facilite les choses. On a un très très haut niveau de standardisation dans l'univers des semi-conducteurs. Alors, c'est pas grâce à Soitec, c'est grâce aux normes SEMI auxquelles on se plie tous. Et tous nos produits font 300 mm, 200 mm, voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Tous les contenants sont les mêmes, les portes, voilà, beaucoup de choses. Les protocoles de communication, les normes ISO auxquelles on se plie. On a aussi un MES qui, depuis la construction du site, et on a un protocole de communication SecGEM qui est assez spécifique aux semi-conducteurs, qui nous permet finalement d'avoir toutes les informations des équipements, des lots, et de les envoyer dans le MES, et vice-versa, et du coup d'avoir des informations via ce système-là qui peuvent être utilisés pour des MoMA ou des AMR de prêt à charger ou prêt à décharger. Donc on verra à quoi on utilise ça, en particulier sur la ligne 300 mm aujourd'hui. Et avec tout ça, on a aussi une capacité à mettre en file d'attente des lots en attente de traitement. Donc les opérateurs,
en particulier sur le 300 mm, où on verra le transport qu'on a, mettre des lots dans une liste, et les lots, une fois que le lot est terminé, le lot d'après arrive automatiquement, et il n'y a aucune intervention humaine. Et on a demain, quand je dis demain, c'est qu'on est en train de le faire, et on mettra en production dans les années à venir, des projets de réalisation d'un jumeau numérique de tout notre environnement MES pour pouvoir avoir ce qu'on appelle nous, du dispatching scheduling avancé, qui nous permettra de rendre ces files d'attente encore plus intelligentes et pertinentes. Voilà. Si on regarde le 300 mm, pour vous montrer ce que peut ressembler l'intérieur d'une salle blanche, hop, la vidéo doit partir normalement. Tac. Donc ça, c'est voilà, ce qu'on appelle chez nous l'OHT, donc c'est Overhead Transportation. Donc aujourd'hui, sur des lignes 300 mm, c'est du classique, hein, c'est pas que Soitec. On a des véhicules au plafond qui transportent automatiquement les lots d'un équipement à une zone de stockage et d'une zone de stockage à un équipement. Donc ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, là qu'on va revoir, voilà, c'est un lot où l'information vient d'arriver, j'ai terminé mon process, et du coup le système vient automatiquement récupérer le lot. Donc ça, on bénéficie de cet environnement-là pour pouvoir automatiser des transports sur du 300 mm. Donc aujourd'hui, sur ces lignes-là, on a plus de 96% de nos équipements qui finalement sont reliés à ces systèmes d'OHT, et où quand le lot est posé sur l'équipement, le lot part tout seul, et quand il est terminé, on envoie un ordre de transport, et le lot vient être récupéré par le véhicule. Aujourd'hui, sur les quelques pourcents qui nous manquent, on n'a pas identifié de cas d'usage avec des MoMA, parce que finalement, quand on regarde les choses, soit on parle que de transport, et à ce moment-là, l'AMR est suffisant, soit les mouvements ne sont pas si complexes que ça, et aujourd'hui, les quelques cas d'usage sur lesquels on est en train de réfléchir ou qu'on est en train de mettre en production sont pas basés sur des MoMA. Donc ça, c'était pour la partie 300 mm qui est la plus automatisée. Donc maintenant, si on regarde sur nos usines 150-200 mm, donc qui en termes de maturité d'automatisation sont un peu plus basses, on a ce qu'on voit sur la photo dessous, le stockage en salle qui est finalement sur des étagères. Donc là, c'est des opérateurs qui viennent poser sur l'étagère, qui viennent reprendre de l'étagère, qui après vont poser sur l'équipement. Donc du coup, sur ces lignes-là, on a 96% de nos équipements aussi qui ont un start automatique des lots. Par contre, surtout sur ces équipements-là, il y a dans 70% des cas besoin d'une intervention opérateur pour faire un barcode du lot pour qu'il se lance tout seul. On a, j'en ai parlé, un stockage qui est manuel, donc ça veut dire qu'on a une identification aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, qui est faite via un barcode manuel, et l'empilement des lots fait que c'est, je laisserai Fabien le dire, mais impossible d'aller se positionner avec un bras de robot pour aller attraper le lot au fond de l'étagère. Voilà, et sur ces lignes-là, on a déjà des AMR qui font du transport voilà, tout simple d'un point A à un point B. Donc sur ces lignes-là, parce qu'on n'a pas de transport automatisé nativement, parce qu'on a des contraintes de densité, on se pose la question pour le coup là d'utiliser des MoMA. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, en tout cas c'est ma vision des choses, avant de faire un MoMA ou de passer à l'échelle sur des MoMA, j'ai besoin d'automatiser les quelques barcodes qui ne sont pas automatiques aujourd'hui. Si j'automatise le chargement et que juste derrière j'ai un opérateur qui doit appuyer sur un bouton pour lancer le lot, finalement l'automatisation du chargement de l'équipement et le transport, je perds toute l'utilité. Et de la même manière, sur le stockage, j'ai besoin de le rendre un peu intelligent, accessible à des bras de robot, sans perdre en densité de stockage. Et j'ai besoin voilà, quand je veux aller appeler un lot avec un AMR, avec un MoMA, savoir où est le lot pour qu'il puisse aller le chercher précisément. Donc ça, c'est sur nos lignes 150-200 mm où pour le coup, on a des cas d'usage. Si je résume très rapidement sur ce qu'on a nous, donc finalement, sur le 150-200 mm, aujourd'hui, le transport est manuel, parce que le transport est manuel et qu'on a des contraintes d'espace, de densité et de complexité de mouvement, on se pose la question d'utiliser des MoMA. Mais par contre, avant de le faire, moi, je veux monter en maturité sur ces sujets-là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire un POC pour anticiper les choses, mais en tout cas, j'ai besoin de monter en maturité sur ces deux sujets. Ça tombe bien, on a des choses en tête, hein. Mais en tout cas, ça ne me paraît pas très utile de passer à l'échelle sur des MoMA au-delà de la maturité du MoMA avant d'avoir fait ça. Et sur les lignes 300 mm, là, j'ai des systèmes d'OHT au plafond, et les quelques très très rares cas où c'est pas le cas,
Finalement, aujourd'hui, un AMR peut me suffire. Donc, même si je peux imaginer plein de choses poétiques avec un bras de robot articulé, voilà, j'arriverai pas à faire de ROI en face d'un AMR sur ce cas spécifique. Voilà. Merci à tous. Fawzi, je vous relaisse la parole. Oui, donc on revient un petit peu sur les sujets, quelques applications du moment. Donc ici, on a sur un système d'aide à la conduite, ADAS, c'est des stations de test. Hein. Donc, je vais peut-être le... Voilà. C'est des stations tout simples, tout bête, de chargement, déchargement sur des stations de test parce que chaque élément il doit être testé. On est sur l'automotive, donc il y a zéro erreur, zéro, il n'y a pas de tolérance là-bas. Donc voilà. Et les MoMA ici, ils travaillent dans une production, ce qu'on appelle zero touch. On ne touche pas au produit. Ça ne veut pas dire que c'est lighthouse, c'est zero touch. Il y a des opérateurs, mais autour, bien sûr. Donc voilà, ça c'est une application typique d'un moment. Donc là, c'est sur des appareils auditifs. Enfin, c'est le même système, hein, c'est toujours zero touch. Les opérateurs, ils s'occupent pas à charger, à décharger. Ça, c'est le rôle des MoMA parce que la fonction, elle est toute simple. L'AMR a été testé, mais il faut faire quand même des chargements, des systèmes de chargement et de déchargement très compliqués. Donc, le MoMA, ici, on a 6 MoMA qui travaillent en harmonie avec gestion de flotte, Fleet Manager qui gère tout ça. Une autre application où il n'y a pas de MoMA, mais ça va y arriver, c'est au niveau de la pharma. Ici, c'est l'une des premières productions en salle blanche complète, grade A, donc grade A. Ça, c'est juste la partie commissioning, donc avant le démarrage de la production. Donc, on a 9 MoMA qui travaillent dans pas de MoMA, pardon, AMR qui travaille dans un endroit très réduit. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, ça fonctionne, ça travaille toujours. Ce que je mentionne ici, c'est bien sûr, c'est en production. Un autre type d'application au moment où ça prend beaucoup d'ampleur, c'est bien sûr au niveau de tout ce qui est contrôle qualité, que ce soit dans la pharma ou hors pharma, dans le semi-conducteur ou autre. On a toujours besoin d'échantillonner, de contrôle qualité. C'est ce qu'on appelle en fin de compte, des flux inverses ou des flux asynchrones. Voilà. Donc ça termine ma présentation au sujet de cas concrets. Merci. Fabien, je vais te laisser la main sur la présentation et la parole. Merci Alexia, merci Julien, merci Fawzi pour vos présentations. Vous l'avez compris, avec un manipulateur mobile, on peut faire énormément de choses pour la simple et bonne raison qu'on vient coupler, mettre ensemble deux technologies qui sont des technologies de rupture. D'une part, la robotique mobile. Et quand on parle de robotique mobile, au sens de tous les acteurs et de tous les présentateurs qui sont là aujourd'hui, on parle de robotique mobile à navigation naturelle, et donc c'est-à-dire de véhicules qui sont capables de se déplacer dans des environnements qui sont complexes, qui sont dynamiques, et le tout en cohabitation avec des personnes, avec des engins de manutention et en collaboration avec leur environnement, que ce soit pour le passage des portes ou pour aller jusqu'à la communication avec un système de gestion de production qui va permettre de donner les ordres à la base mobile. Et on va coupler cette base mobile avec un bras manipulateur 6 axes collaboratif, donc qui va être capable de réaliser des tâches complexes dans lesquelles sont nécessaires ces 6 axes.
donc notamment du déplacement, de la manipulation, des tâches vraiment qui vont nécessiter d'aller atteindre des endroits compliqués pour pouvoir prendre, déposer et potentiellement manipuler des biens. Et donc, comme je l'ai dit, on parle de robots polyarticulés collaboratifs, puisque ces robots vont permettre d'évoluer à côté de personnes, tout en étant sécuritaires et tout en permettant, avec l'ensemble des capteurs que Fawzi a pu vous présenter, de réaliser des tâches complexes en toute sécurité. Donc, à première vue, on pourrait se dire que le MoMA est le robot parfait et qu'il pourrait être en mesure de répondre à tous les besoins. C'est vrai, on peut répondre à énormément de besoins avec un manipulateur mobile, mais cependant, il est important, très important, de commencer sa réflexion en commençant par réfléchir à son besoin. Et donc, quand on parle de besoin, on parle vraiment de quelle est la tâche que j'ai besoin de faire réaliser par un robot, que j'ai besoin d'automatiser. Et donc, il faut bien garder à l'esprit qu'un robot, aussi performant soit-il, aussi versatile soit-il, ne pourra jamais réaliser, ou en tout cas pas aujourd'hui, ne peut pas réaliser des tâches trop complexes qui demandent de la réflexion. Et donc, ces manipulateurs mobiles dont on parle aujourd'hui ne sont pas encore à vouloir remplacer des opérateurs ou vouloir remplacer des personnes dans une entreprise. On est vraiment dans une tâche d'assistance aux personnes afin de leur éviter de faire des tâches qui soient répétitives, qui soient sujettes aux troubles musculo-squelettiques ou qui soient à très faible valeur ajoutée, de façon à pouvoir recentrer les opérateurs vers des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Et en début de présentation, Fawzi vous montrait que l'Europe est le cœur du marché de la robotique mobile et des manipulateurs mobiles. Pour cette raison même, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, notre main-d'œuvre est relativement chère et qu'il est donc nécessaire de recentrer ces personnes sur des tâches à très forte valeur ajoutée. Donc, pour revenir à notre sujet, le point d'entrée de la réalisation d'un robot mobile, quel qu'il soit, c'est vraiment de se concentrer sur le besoin. Une fois que ce besoin est bien identifié, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir définir un concept. De quoi j'ai besoin pour répondre à mon besoin? Est-ce qu'on a effectivement besoin de beaucoup de flexibilité? Est-ce qu'on a besoin d'atteindre un certain nombre de cadences? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une gestion de l'énergie qui soit particulière, etc. Et c'est ce concept qui va permettre de définir la solution sur laquelle on va s'arrêter. Et ensuite, on va passer à une phase de preuve de concept. Dans une grande majorité des cas où on est sur des besoins qui sont très pointus, des besoins qui sont innovants, on va passer par cette phase de preuve de concept qui va permettre plusieurs choses. D'une part, de valider que le produit qu'on aura imaginé, qu'on aura construit, répond bien aux besoins et qu'il répond bien aux besoins en termes financiers, bien entendu, mais également en termes techniques et en termes de cadence et de productivité. Et finalement, une fois que cette phase va être réalisée, on va pouvoir passer dans un mode de production et dans laquelle on va pouvoir multiplier potentiellement les véhicules, augmenter leur productivité et atteindre les niveaux de performance qui ont été identifiés au moment de l'identification du besoin. Et donc, dans tout ce process, la question qu'il faudra se poser est toujours la même. Le manipulateur mobile est-il la bonne réponse pour répondre à mon besoin ou pas? Et donc, je vous propose qu'on s'attarde sur certaines des questions qui sont à se poser quand on commence à travailler sur ce domaine-là. La première question, une des premières questions, va être autour des cadences. Un manipulateur mobile, et vous avez pu le voir dans les différentes vidéos qui vous ont été présentées, est un robot qui est complexe,
donc qui est constitué, comme on l'a dit, d'une base mobile et d'un bras robotisé. Ce qui va nécessiter pour pouvoir prendre, déposer, manipuler des biens, ça va être des actions qui seront relativement lentes en comparaison d'un transfert à convoyeur, par exemple, ou des choses beaucoup plus traditionnelles. Donc, la question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que les takt time, donc les temps de production de mes machines, sont en accord avec la technologie même, puisqu'aujourd'hui, elle ne nous permet pas d'aller à des vitesses folles, encore une fois, puisqu'on est sur des applications collaboratives dont les vitesses, les forces, les inerties sont régies par tout un ensemble de normes et de préconisations de sécurité imposées par la directive machine en Europe. La seconde question qu'il va falloir qu'on se pose, c'est quelle est la précision de positionnement nécessaire pour pouvoir prendre et déposer mes biens. Encore une fois, on est sur une machine mobile, et donc cette machine mobile va avoir, contrairement à une machine fixe, un référentiel qui va être mobile, comme son nom l'indique, et donc ce référentiel va être moins précis que lorsqu'on parle de robotique traditionnelle. Dans la robotique traditionnelle, on peut facilement, avec un robot 6 axes ou avec tout type de robot traditionnel, atteindre des précisions qui sont submillimétriques et donc faire des opérations très rapidement avec énormément de précision. Dans le cas d'un manipulateur mobile, on perd cet environnement fixe et donc on va devoir rajouter de la technologie pour pouvoir combler ce besoin de précision. Par contre, on arrivera très rarement, ou alors dans des dispositions très particulières, à atteindre des précisions qui sont submillimétriques. On va plutôt être dans des choses qui sont de l'ordre du millimètre, voire un peu plus. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que la précision sera suffisante pour pouvoir remplir mon besoin? Ensuite, on a vraiment une grosse question qui est autour de l'autonomie. Pour pouvoir mettre en œuvre un MoMA, on a donc encore une fois une base mobile qui consomme de l'énergie et un bras robotisé qui va consommer de l'énergie sur cette base mobile. Donc, globalement, un AMR standard mis sur le marché a une autonomie qui se situe entre 8 et 10 heures de roulage. À partir du moment où on va venir mettre un bras polyarticulé sur cette base mobile, on va très vite diviser par deux cette autonomie. Et donc, on va avoir besoin de plus de temps de charge pour pouvoir remplir les mêmes activités qu'un robot AMR plus traditionnel. Et donc, cette notion d'énergie, d'autonomie, va être directement reliée à mon retour sur investissement, puisque ça va définir la disponibilité de mon équipement. Donc, plus mon équipement a besoin d'énergie, plus il va devoir passer de temps à se recharger, et donc moins il va être productif dans sa durée de vie, on va dire. Alors après, bien sûr, on a des astuces pour pouvoir pallier à ce genre de choses, notamment ce qu'on appelle le biberonnage, à savoir faire charger le robot pendant qu'il est en train de faire des actions de prise ou de dépose, mais c'est des choses qui vont devoir être soigneusement étudiées. On a ensuite un grand sujet au niveau de la localisation, et j'en parlerai un peu plus, qui est lié à la sécurité, j'en parlerai un petit peu plus après. La localisation d'une base mobile est relative. C'est-à-dire qu'une base mobile se localise grâce à des algorithmes issus de quelque chose qu'on appelle le SLAM. Et donc, cette localisation n'est pas absolue. Et c'est-à-dire qu'un robot mobile peut, entre guillemets, croire qu'il est bien localisé, alors que pas du tout. Et donc, on va devoir mettre encore une fois en place des artifices pour s'assurer que dans tous les cas, lorsque mon MoMA commence à faire ses actions, sa localisation est absolument certaine et c'est des choses qui doivent être bien prises en compte au moment de la définition du projet. On a ensuite, et Fawzi l'a mentionné tout à l'heure, bien entendu des contraintes de mécanique. On parle de robots
polyarticulés qui vont sortir de l'empreinte au sol de la base mobile, faire des mouvements qui sont potentiellement grands, qui vont potentiellement déployer de l'inertie et des forces qui vont influer sur la base mobile et sur sa stabilité. Et donc, il est très important, encore une fois, lors de la définition du projet, de bien étudier toutes les conditions, toutes les situations pour s'assurer que la stabilité du véhicule sera toujours respectée. Et enfin, on a un vaste sujet qui est la sécurité des personnes, qui est essentiel à bien étudier et qui est surtout un volet obligatoire. Et encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ça fait beaucoup de questions à se poser et c'est des sujets qui sont encore aujourd'hui, on est vraiment sur de la technologie de pointe, des choses qui sont entièrement neuves et dont on a encore aujourd'hui très peu d'applications dans le monde industriel. C'est des questions qui sont compliquées et auxquelles il faut pouvoir répondre. Et c'est pour ça que l'écosystème est là. Et donc, cet écosystème, il est essentiellement basé sur 3 piliers. D'une part, le fabricant, donc en l'occurrence, dans les solutions qu'on vous a présentées aujourd'hui, Omron, qui va donc proposer des produits qui individuellement sont sécuritaires, qui individuellement sont performants et qui permettront, une fois assemblés, de pouvoir répondre à un besoin. On a ensuite, de l'autre côté, l'utilisateur final, aujourd'hui représenté par Soitec, qui, lui, va présenter son besoin et qui va permettre d'expliquer comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que les choses sont faites pour qu'on puisse répondre à ce besoin. Et l'utilisateur final va aussi avoir la mission de s'assurer de la bonne utilisation et de la conformité du système, puisque utiliser un tel système nécessite des prérequis, notamment en termes d'environnement, en termes de connectivité, etc. Et au milieu de tout ça, on a l'intégrateur, aujourd'hui représenté par Meanwhile, qui va utiliser l'ensemble des composants du marché, toutes les technologies disponibles pour pouvoir répondre aux besoins de l'utilisateur final. Et l'intégrateur va également être là pour conseiller, réfléchir à toutes les problématiques que j'ai listées avant et pour s'assurer à terme que le véhicule répond aux besoins, bien entendu, mais également qu'il rentre dans les clous en termes de sécurité, en termes de limites d'utilisation, etc. Et donc, l'intégrateur a vraiment ce rôle central d'agglomérer les différentes technologies, potentiellement pour améliorer leur performance et livrer à son client des systèmes qui permettront de répondre aux besoins, encore une fois. Donc, je vais me permettre un petit focus sur la sécurité machine, puisque c'est un grand sujet quand on parle de MoMA. Vous le savez certainement, aujourd'hui, quand on livre des machines en Europe, ces machines doivent être réalisées dans le cadre de la directive machine. Cette directive machine, on avait d'ailleurs un webinaire ce matin à ce sujet, elle décrit les grands principes à suivre pour assurer la sécurité des personnes. Et donc, cette directive machine, de cette directive machine découle un certain nombre de normes qu'on appelle des normes harmonisées. Et ces normes donnent une présomption de conformité à la directive machine. Et donc, c'est en suivant ces normes que nous, intégrateurs ou que Omron, fabricant de matériel, allons pouvoir proposer des produits, des équipements qui vont être réputés sécuritaires et qui seront sécuritaires pour les utilisateurs. Et donc aujourd'hui, dans cet espace normatif, on a un certain nombre de normes dont vous avez peut-être entendu parler. Par exemple, l'ISO 3691 partie 4, qui est la norme qui régit les chariots sans conducteur, ou l'ISO 10218 partie 1 et partie 2 qui vont régir les bras polyarticulés collaboratifs. Donc, toutes ces normes qui permettent de définir les efforts, les inerties dont je vous parlais tout à l'heure pour que le robot reste sécuritaire dans un environnement. On a également des normes sur les dispositifs de sécurité. Et l'originalité de la chose, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas de normes qui s'appliquent directement
au manipulateur mobile. Et c'est donc à l'intégrateur, au fabricant de machines, à l'utilisateur final d'extrapoler les données qui sont disponibles un petit peu partout pour faire une machine qui sera en conformité avec la directive machine. Et donc, actuellement, pour être tout à fait transparent avec vous, cette norme qui régit les manipulateurs mobiles est en train d'être écrite. Elle verra le jour d'ici à 2027. Mais lors de cette réflexion que vous allez avoir dans la création d'un manipulateur mobile, il faut bien avoir conscience que peut-être demain, de nouveaux grands principes vont arriver. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aura plutôt tendance, vu qu'aucune norme n'existe, à être très conservateur. Et peut-être que demain, on pourra se permettre plus de choses en étant présumé conforme à la directive machine et à la sécurité des personnes. Donc, c'est vraiment un volet très important sur lequel il est important de ne pas négliger la chose. Ça demande pas mal de réflexion et beaucoup d'expérience pour pouvoir s'assurer d'être dans les clous de ce côté-là. Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça, on a vu aujourd'hui où en a été la technologie. La question qu'on peut se poser, c'est oui, mais demain. Alors aujourd'hui, quels sont les grands défauts, on va dire, de cette technologie avec les éléments, les équipements qu'on a aujourd'hui, les normes qui les entourent, la sécurité des personnes. Le plus gros problème, on va pas en débattre, c'est le retour sur investissement. On est sur du matériel qui est particulièrement onéreux et dont la rapidité d'exécution, dont la précision, dont la perception de l'environnement sont encore un petit peu limitées par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, l'idée, et ce sur quoi Meanwhile travaille en collaboration avec ses clients, notamment avec Soitec, en collaboration avec ses partenaires fabricants de machines, notamment Omron, c'est de rendre les manipulateurs mobiles plus performants. Et comment les rendre plus performants? En les rendant plus conscients, encore une fois avec des très grosses guillemets, de leur environnement, donc en améliorant leur perception, en couplant tous ces capteurs qui aujourd'hui sont disponibles sur la base mobile pour pouvoir avoir une reconstruction fiable de l'environnement, mais également en ajoutant en ajoutant des fonctionnalités qui vont permettre aux robots mobiles de pouvoir au MoMA, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se déplier, de pouvoir éviter des obstacles de façon dynamique pour pouvoir travailler de façon efficace. Et donc, le futur, personne d'entre nous n'a de boule de cristal, mais le futur nous amènera certainement à des choses beaucoup plus évoluées, dans laquelle les robots seront capables de manipuler en temps réel et à une vitesse tout à fait intéressante. Alors, sans aller très certainement vers des robots humanoïdes, c'est clairement une chose qui, enfin, on pourra en discuter, mais l'invention de la roue a tout son intérêt dans ce genre de choses. Mais toujours est-il qu'on arrivera certainement à des robots mobiles qui seront beaucoup plus agiles, qui seront beaucoup plus efficaces et à des coûts beaucoup moindres, de façon à pouvoir être accessibles au plus grand nombre. Voilà pour moi. J'espère que c'était clair. Et donc, je repasse la main à Alexia. Merci pour cette présentation. N'hésitez pas, du coup, c'est le moment des questions-réponses, donc à poser vos questions dans le canal Q&R, qui est un canal dédié. À savoir que vous avez une option pour mettre les questions en anonyme si vous le souhaitez et si vous le préférez. À titre d'information, la conférence sera aussi disponible en replay et vous sera envoyée demain dans la journée, si jamais ça vous intéresse ou que vous souhaitez le revisionner chez vous tranquillement. On peut commencer par la première question. Donc, est-ce que Meanwhile se fournit principalement chez Omron pour définir ses solutions d'intégration? Je vais me permettre de répondre. Donc, Meanwhile se fournit essentiellement chez Omron, pas uniquement. Donc, Meanwhile, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, c'est une société qui a été créée
en 2017 et qui a été créé en grosse partie sur la base d'un partenariat avec la société Omron. Et donc aujourd'hui, de par ce partenariat, de par la largeur de la gamme de composants qu'Omron propose et dont Fawzi vous parlez tout à l'heure, beaucoup d'équipements, beaucoup de nos équipements sont équipés avec une grande partie de composants Omron. Ceci étant dit, aujourd'hui, Meanwhile est également à la recherche de composants qui sont de plus en plus technologiques, qui sont de plus en plus à la pointe du progrès. On est vraiment encore plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle à un moment charnière. Et donc, on a beaucoup de petits acteurs, entre guillemets, qui proposent des solutions très intéressantes, notamment en termes de perception, qui est un grand sujet quand on parle de MoMA. En termes de perception, en termes de manipulation, on est à la recherche toujours de plus de technologies, de plus de versatilité pour les produits. Question suivante. Quel est le temps de développement et mise au point de l'application utilisateur une fois le besoin bien défini? Alors, ça va vraiment dépendre de l'application. Typiquement, alors, la partie qui va être vraiment longue, c'est de travailler ce besoin. Et peut-être que Julien pourra prendre la parole également. Le besoin, une fois identifié, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, la question, ça va être comment on le fait. Et c'est ce comment qui va potentiellement prendre énormément de temps, puisque l'intégration d'un tel véhicule va potentiellement avoir des incidences non négligeables sur énormément d'autres aspects de la productivité. Et donc, en général, une fois que cette question est vraiment répondue, donc ce qu'on va chez nous appeler de l'avant-projet, la création d'un robot et sa mise en service se déroule la plupart du temps sur une période qui est égale à globalement 6 mois. Mais vraiment, cette question de quel est mon besoin et comment j'y réponds, c'est vraiment ça qui va prendre du temps. On le voit avec beaucoup de nos clients et encore une fois, Julien pourra compléter. Les questions, on se les pose pendant longtemps parce que on sait qu'on a des choses à déplacer, mais comment on va les déplacer? Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce qu'on va y arriver? Du coup, comme tu m'as lancé la balle, je rebondis. Ouais, je réfléchissais sur le cas qu'on a en commun en ce moment. Je crois de mémoire qu'on a dû serrer la main à Global Industries l'année dernière. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Et le dernier Global Industries vient de se terminer et on va le mettre dans la salle blanche probablement autour de fin juin. Donc, et on a passé effectivement beaucoup de temps sur l'avant-projet parce que nous, on avait des idées assez arrêtées. Et on ne parle pas de MoMA encore, là. Et on parle pas de MoMA, ouais. Enfin, quoi qu'on est arrivé au début avec une idée de MoMA bien arrêtée, qu'on avait en tête, qu'on avait pu voir, par exemple, et que Meanwhile a su nous re-questionner comme il faut et faire quelque chose probablement de plus simple sur ce cas-là. Mais oui, on a pris pas mal de temps à discuter avant. De toute façon, si les besoins ont été bien définis, vaut mieux passer beaucoup de temps sur cet aspect-là. Après, quand on passe au déploiement sur quelque chose qui a été bien digéré, ça va vite. Oui. Parce que les briques, elles sont connues, elles sont intégrées. Nous, Omron aussi, de notre côté, on a développé pas mal d'outils d'intégration, justement pour rendre toutes ces briques integration ready, c'est-à-dire préparées pour l'intégration. Excusez-moi, c'est un petit peu... Voilà. Merci. Question suivante. Existe-t-il un protocole de communication commun entre les MoMA et les AMR, donc VDA 5050, multimarques, où chaque fabricant développe son propre protocole de communication pilotage? Alors, très bonne et très vaste question.
Aujourd'hui, donc il existe des protocoles type VDA 50-50 et on a également des choses qui ont été développées spécifiquement pour le marché de la pharmaceutique. Il y a des choses qui sont développées spécifiquement pour le marché du semi-conducteur et d'autres, j'en passe. Ce qui est intéressant, donc la bonne réponse pour aller direct droit au but, c'est que quand on parle d'AMR, quand on parle de MoMA, aujourd'hui, on n'a pas de standard international pour y répondre. Donc, certains consortiums, typiquement la VDMA en Allemagne, ont proposé des protocoles d'interopérabilité, comme on les appelle, par exemple le VDA 50-50. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que ce VDA 50-50 n'est pas un standard international et qu'il a été développé par un utilisateur final, donc des constructeurs automobiles, puis poussé aux fabricants de machines tels que Omron. Il faut savoir que actuellement, au moment où on se parle, une norme sur l'interopérabilité des robots mobiles, et je parle bien de robots mobiles et pas d'AGV, une norme sur l'interopérabilité des robots mobiles est en cours d'écriture, elle aussi. Vous le voyez bien, c'est un sujet qui est très actif au niveau de l'ISO. Et ce standard international devrait voir le jour très certainement courant 2025. Et ça nous donnera une vraie base de réalisation d'un protocole standard. Après, la standardisation, c'est un vaste sujet. La question, c'est comment est-ce qu'on fait prendre un standard dans le milieu de l'industrie. Le VDA 50-50 a une part de partisans. D'autres standards ont également énormément de partisans. Je pense aux semi-conducteurs et à l'E82. C'est très largement, voire partout utilisé dans le milieu du semi-conducteur. Et donc, comment redéfinir un standard pour tout le monde, ce sera très compliqué. Ce n'est pas parce que l'ISO a sorti quelque chose que ça deviendra la loi. Pour ajouter un petit peu, il y a trois types de communication. La communication entre les briques elles-mêmes, ça c'est pas un souci, ça c'est intégré. Toutes les briques sont intégrées, donc il y a un standard qui est un standard bus terrain. Il y a aussi la communication entre le MoMA et la machine. Donc ça, généralement, on gère. Bon, on est dans l'automatisme industriel, tous les standards qui existent, que ce soit Profinet, Profibus, Ethercat, Ethernet IP, etc. C'est notre pain quotidien, c'est pas un souci. Et puis, les standards de navigation, bon, Fabien a bien expliqué, donc je ne vais pas revenir sur ça. Merci. Dans le cadre d'un projet Covo embarqué sur un AMR, quelle est la charge maximum techniquement possible pour vous? Première question, comment assurez-vous la précision? L'utilisateur final a-t-il la main, donc l'autonomie sur le logiciel de pilotage en cas de modification de parcours de l'AMR ou d'évolution de l'application dans le temps? Alors, il y a pas mal de choses dans cette question. En termes de charge embarquée, la réponse va essentiellement. Donc, on peut aller aujourd'hui jusqu'à des charges embarquées qui vont tourner autour de un petit peu plus d'une dizaine de kilos. Mais la masse de ce qu'on va vouloir transporter, sa forme et l'endroit où on va devoir venir chercher les produits vont être directement liés pour la partie mécanique, pour la partie stabilité, à la base mobile qu'on va mettre en dessous. Donc typiquement, si je veux aller prendre 10 kg mais à 1 mètre de distance, je vais être obligé d'avoir une base mobile qui sera beaucoup plus lourde et donc beaucoup plus imposante que si je dois aller prendre 5 kg juste à côté du robot mobile. Donc la définition de la forme de notre MoMA, c'est vrai qu'on en a montré très peu de formes, mais on peut en imaginer beaucoup. La définition de la forme de notre MoMA va être directement liée au produit qu'on va devoir prendre, à sa masse et à la position qu'on va devoir atteindre dans l'espace. Comment est-ce qu'on assure la précision? Donc, on en a vaguement évoqué le sujet avec Fawzi. Essentiellement, aujourd'hui, à l'aide, donc, premièrement, d'un prépositionnement
précis de la base mobile qui va nous assurer généralement une répétabilité dans l'environnement de l'ordre de plus ou moins 5 mm. Et par-dessus ça, on va rajouter un système de vision qui va nous permettre de faire le positionnement final sur lequel on va arriver à avoir des précisions qui seront de l'ordre du millimètre. Ceci étant dit, c'est encore une chose qu'il faut extrêmement bien réfléchir, puisque qui dit vision dit un certain nombre de choses qu'il va falloir penser autour, notamment de l'éclairage, de l'inclinaison, etc., etc. Pour ce qui est de la reconfiguration, c'est aujourd'hui, en tout cas à mon sens, et peut-être que Denis et Fawzi auront un avis différent sur la question, une des difficultés de ce type de technologie, c'est que la reconfiguration, l'apprentissage de nouvelles missions sont relativement complexes. En effet, on doit gérer deux technologies en même temps. D'une part la base mobile, d'autre part le bras manipulateur, et qu'on doit être expert de ces deux technologies pour pouvoir reconfigurer le système. Donc bien entendu, on développe des surcouches applicatives qui vont permettre de faciliter ce genre de choses, mais c'est soit limitant, soit relativement complexe à gérer. Fawzi, Denis, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet. Oui, juste par rapport à ça, effectivement, on a pignon sur rue, mais on demande de passer par des intégrateurs pour les solutions complètes et pour l'intégration. Il y a toujours une possibilité que les utilisateurs soient une certaine autonomie, mais là, je parle d'AMR, je parle de navigation, et ça dépend de ce qu'on appelle dans l'autonomie sur le changement de Gaulle. Qui dit changement de Gaulle dit changement aussi de gare, etc. Donc, il y a vraiment une définition de ce que vous voulez avoir en termes d'autonomie. Au-delà de l'autonomie, ce qui est très important sur ce genre de solution, c'est comme on a parlé depuis le début, c'est d'avoir les produits collaboratifs. Il faut surtout que les personnes, les opérateurs autour soient vraiment, je veux dire, des acteurs majeurs de la navigation de la robotique mobile. Et il y a une acceptation aussi à avoir autour des opérateurs pour ne pas bloquer les véhicules. Et ça, je pense qu'il y a aussi un point très important en termes de communication en interne. Donc, je dérive un petit peu, mais je crois que c'est très important. Après, l'autonomie, elle peut être existante chez l'utilisateur, suivant ce que vous voulez faire et ce que vous voulez changer, quoi, comme le disait Fabien. Et donc oui, on fait un retaquage entre guillemets de la base mobile. Le véhicule, le robot mobile, en tout cas avec la technologie proposée par Omron, va avoir la capacité de se recaler sur une forme connue. Donc, plutôt que d'être en localisation naturelle, on va se concentrer sur une forme qu'on aura apprise au véhicule et qui va lui permettre de se positionner, comme je le disais, avec des répétabilités qui sont de l'ordre entre plus ou moins 5 et plus ou moins 10 mm. Une petite précision aussi sur les vidéos. Nos robots collaboratifs sont équipés de caméras assez intégrées. Alors, ça n'empêche que c'est un outil de vision, qu'il y a du développement à faire dessus, mais il y a un certain nombre d'éclairages qui sont intégrés dessus et qui permettent de faire effectivement soit ces relocalisations, soit ces précisions. On l'a vu dans le fonctionnement tout à l'heure d'une des vidéos. Tout à fait. On va répondre à une dernière question. Potentiellement, est-ce que les MoMA présents sur le marché aujourd'hui ne seront pas en accord avec la directive machine qui sera appliquée en 2027 et de fait des modifications à prévoir a posteriori? Alors, potentiellement, les produits, toutes les machines qui sont mises sur le marché aujourd'hui pourront ne pas être en accord avec la directive machine qui sera appliquée en 2027, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement, point par point, donc on en connaît les grandes lignes, mais on ne sait pas point par point quelles seront la teneur des détails là-dedans. Ceci étant dit, la directive, enfin la loi qui s'applique à un produit et celle au moment de sa mise sur le marché. Et donc, si demain vous achetez un MoMA qui sera donc en conformité avec l'ensemble des dispositifs légaux et normatifs aujourd'hui, vous pourrez continuer à l'utiliser en 2027 sans aucune inquiétude. Sauf dans le cas où vous viendriez y faire ce qu'on appelle une modification substantielle, que vous veniez donc
changer son fonctionnement, changer du matériel, etc., auquel cas il faudra se remettre en conformité avec les normes et les lois qui s'appliqueront à ce moment-là. Merci. On va pouvoir conclure cette conférence. Merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Merci aussi à nos experts d'avoir animé cette conférence sur le MoMA. Pour rappel, nous avons une dernière conférence au Printemps de la robotique qui aura lieu le 30 mai sur l'acceptabilité des AMR dans l'établissement de santé. N'hésitez pas surtout à vous inscrire via le QR code. Je le répète une dernière fois, mais la conférence sera disponible en replay. Le lien vous sera envoyé sous 24 heures. Et n'hésitez pas à nous rejoindre également aux ARTLH et à nous contacter pour toute question. On reste disponible. À savoir également qu'un questionnaire de satisfaction sera disponible à la fin de la conférence. N'hésitez surtout pas à y répondre. Ça nous fera très plaisir. Et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à Milway. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne journée.